Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici sur 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre troisième invité aujourd'hui, une émission bien garnie pour vous. C'est bien connu, la brasserie La Ripaille présente semaine après semaine de nombreuses activités sociales, musicales variées. Et depuis quelques mois déjà, les dimanches après-midi, dès 11h, la danse en ligne est au programme, supervisé et organisé par un grand passionné ayant lui-même un long CV comme danseur notamment. Il viendra pour conclure l'émission nous en donner des détails tout en discutant musique et danse. Nous recevrons Daniel Paradis. Et pour la deuxième période, étant jeune, jamais une femme ne pense un jour être celle qui vivra au quotidien l'enfer de la violence conjugale. Notre deuxième invitée est une survivante ayant su prendre la décision avec résilience et transformer le tout en résultat malgré tout positif, devenant écrivaine et l'auteur de l'inspirant bouquin « Se rebâtir après un mariage toxique ». Pour nous partager sa transformation, sa création littéraire et les leçons de vie qui s'y rattachent, nous recevrons Flore Audoux-Onguetou. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et réussir. Lui qui a percé le monde du DJing à 35 ans. Son ascension fut rapide et son CV musical est bien garni grâce à sa spécialité qu'il maîtrise avec brio, soit la musique électronique. Pour nous parler de son approche simple et terre-à-terre du métier, de son parcours impressionnant et de dance music d'hier et d'aujourd'hui, avec nous, DJ Mark Everywhere, Marc-André Daou. Bonjour Marc-André. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Je suis très fier de te recevoir parce que tu as vraiment des belles choses à nous raconter et tu connais une ascension qu'on peut qualifier, comme je le disais en présentation, de rapide. Et comme on en parlait avant l'émission, oui, c'est le talent qui fait qu'un DJ va jouer beaucoup, mais c'est beaucoup une question de contact. Oui, effectivement. Là, je pourrais parler, j'utilise souvent le terme chasse-gardée. Souvent, par secteur, souvent, on peut savoir là, qui est le groupe de DJ ou la personne qui contrôle un peu l'environnement ou la région. Là. Un milieu de clic un petit peu. À l'occasion, oui. Comme partout ailleurs. Oui, je pense bien. Que l'on vive dans le passé ou non, ça évolue rapidement, le métier de DJ. Un rythme, je dirais même, effréné. Et à ce rythme-là, comment sera le DJ de demain? Ben, en fait, je pense qu'il y en a tout le temps qui vont vouloir garder un côté un peu... humain. Je pense que c'est la base un peu aussi là, du concept. Il faut garder le contact avec les gens qu'il y a devant nous, sinon... Fait que si quelqu'un un jour passe me dit qu'il peut mixer à distance et tout, il va perdre une espèce de fibre qui est importante. On va peut-être voir un jour des DJ robots. Ça, j'en suis convaincu. Possiblement. D'aspect humain et féminin. Possiblement, mais je pense qu'il va toujours avoir manqué l'espèce de ressenti que la plupart des DJ on recherche là, quand tu embarques une track et tu sens que les gens t'ont allumé quelque chose. Là. Mon cher Mark Everywhere, j'aimerais connaître, selon toi, là où les raisons majeures du déclin du nightlife et de ces nombreuses discothèques. C'est sûr que la musique n'est plus nécessairement faite pour danser comme dans le temps. Le mode de sortie a changé, de rencontrer également. Les règles sont plus strictes, notamment avec l'alcool. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que le nightlife a chuté dans les 10-15 dernières années? Je crois qu'au départ, si je me fie, mettons, à mon époque, à moi, on aimait sortir, souper quelque part et ensuite sortir. Puis est arrivé le Supper Club. Donc, les gens ont commencé à préférer rester au même endroit pour prendre toute une soirée au complet, ce qui fait, d'après moi, que les clubs sont devenus moins populaires. En fait, ça a dû jouer, ça, c'est sûr. Ça serait la raison principale? Ben, moi, je pense que ça a joué pour beaucoup. Okay. Parlant de raison, pourquoi on est DJ dans ton cas? Mais moi, c'était une passion qui m'animait depuis que j'étais tout jeune. J'étais tout le temps celui qui était responsable de la musique dans les parties. Je me rappelle, à l'époque, à l'adolescence, quand MC Mario jouait, ben, le soir, j'enregistrais les cassettes. Le lendemain, je les refaisais pour couper les annonces, pour avoir comme des albums complets. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé très jeune, mais de façon... On ne peut pas dire que j'étais DJ à cette époque-là. C'était en toi, sans vraiment le savoir, qu'un jour, ben, tu serais un DJ, il faut le dire, de renom. Parce que tantôt, je vais parler des endroits où tu as joué. Tu as vraiment un beau CV, une belle feuille de route. Ben, comme je disais tantôt, je suis pas du genre... J'aime pas me faire mettre sur le spot. Donc, quand on me dit renom, quand je me compare à ce qui est autour de moi, j'aime pas utiliser ce terme-là. Okay. Parce que je considère que j'ai des belles opportunités. Je m'excuse. Non, c'est correct, c'est correct. Je considère que j'ai des belles opportunités, mais j'aime pas me... En tout cas...
Je me comprends dans ça. Donc, selon tes dires en pré-entrevue, tout a déboulé très vite. Tu es vraiment professionnel depuis 7 ans dans les nightclubs, mais tu as fait du mariage avant. Et c'est une demande des mariés. J'aimerais que tu nous relates cet épisode. Demande de mariés qui voulaient de la musique typiquement électronique, qui t'a, comme on dirait en bon québécois, avec l'Académie du DJ aussi de Carl Murin, mis sur la traque. C'est ça. En fait, là, c'est qu'il y a une dizaine d'années environ, il y avait un couple de mariés qui avait demandé d'avoir un mariage qui allait prendre une tournure plus électronique. Là. Ils voulaient une partie où il allait avoir les classiques, mais qu'après, c'était des gens qui avaient vécu le Red Light et ces choses-là. Puis mon ami qui avait la compagnie d'animation était moins calé, pour utiliser le terme, dans ce domaine-là. Donc, il m'a demandé d'apprendre rapidement comment fonctionnait un contrôleur avec un laptop puis de pouvoir jouer de la musique électronique. Lancer dans le feu de l'action. Ouais. Qu'est-ce que tu nous dis sur ton approche? Tu te définis comment à titre d'artiste DJ? En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact. T'sais, tantôt, je ne sais pas si ça s'en venait, mais on avait parlé ensemble au niveau de demande spéciale et tout. Donc, garder le contact avec les gens, pas à tout prix, dans le sens que une demande peut venir du public devant toi, mais tu peux pas nécessairement l'accepter pour pas sacrifier ton dance floor. Shania Twain pendant un spectacle électronique, ça fonctionnera. Il faudrait qu'elle soit belle en tabarouette. Donc moi, je suis quelqu'un qui a toujours trippé musique électronique. Oui. Donc j'aime les mix de longue haleine qui créent une ambiance. Donc mon style musical ressemble à ça. Je fais pas du power mixing. Je suis pas à couper les musiques aux minutes pour en embarquer une autre et une autre et une autre. Pour moi, c'est créer une ambiance qui suit en même temps avec la réaction des gens devant moi. On parlait d'évolution en début d'entrevue. Toi, personnellement, ton style, tu t'évalues comment dans ton évolution depuis 10 ans? As-tu beaucoup changé? En fait, comme je disais, faut pas rester dans un seul créneau musical, sinon, justement, je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu beaucoup d'opportunités, c'est que, oui, je suis un gars de musique électronique, mais on s'adapte avec les modes, les tendances. Je pense que ce qui définit justement un bon DJ, c'est justement sa banque musicale. Sa technique, oui, mais ses recherches musicales, c'est le plus que tu vas avoir. Des fois, la version que tu vas sortir que les gens connaissent pas. Fait que finalement, d'être spécialisé dans un domaine va t'isoler comme DJ. En fait, je pense que tu vas limiter tes options. OK. Longue liste d'endroits où tu as œuvré. Je vais partager ça aux gens. Le Café Campus, le Saint-Édouard, le Miles au 10-30, le Mondo, le Shakers et Balthazar, le Carole à Gogo, le Luxuria, le Sainte-Nitouche, le Bee-a-Gees. On poursuit la liste. Le Unity à Montréal, le bar La Shop, les croisières AML, l'Omnium Banque Nationale pour 4 années d'affilée. Ça, c'est quelque chose. Le Baraka de Montréal, Laval, le Boating Club, la Taverne, à Blainville, l'Industria, le Boston Pizza, le Lounge de Saint-Jérôme, le Petit Caribou à Mont-Tremblant, l'Usine de Saint-Jérôme, le Bar Le Patriote de Saint-Eustache, plusieurs raves. Petite question, justement, là. Quand tu travailles dans un restaurant comme le Boston Pizza, est-ce que ça te limite, d'une certaine façon, à un choix top 40? En fait, non, parce que malheureusement, quand tu mixes dans un restaurant, souvent, la plupart des gens t'écoutent pas. Fait que des fois, tu as une plus grande latitude. franchise. T'as une plus grande latitude. Tu pourrais faire jouer Willy Lamotte, puis ça passerait, finalement. Ouais, peut-être pas jusque-là, parce qu'il y a quand même une portion de gens qui t'écoutent, mais en début de soirée, la plupart des gens t'écoutent pas. Quand la soirée avance, les gens portent plus attention à la musique. Donc, puis après, quand ils sont chauds, ben, ils n'écoutent pas vraiment non plus. Oui, mais t'es quand même capable de faire mousser un party. OK. DJ Mark Everywhere, moi, j'aime bien ça. Pourquoi ce nom? Bon, en fait, comme on s'est jasé un petit peu, ça vient du fait que quand on brainstormait sur un nom de DJ, c'est comme je disais, je suis père de famille, famille reconstituée, beaucoup d'enfants, beaucoup d'activités, beaucoup de loisirs, une job à temps plein. En fait, j'étais un peu partout, comme on disait. Donc, on a accroché sur un nom comme ça avec Mark Everywhere qui fait que c'est représentatif. Toi, un moment qui est important, c'est quand tu as entendu Tiesto. Tu étais un adepte, tu sortais au Red Light souvent, mais quand tu as entendu Tiesto en particulier, ça, c'est venu t'inspirer. Oui, en fait, là, je pense que la plupart des DJ, surtout musique électronique, ont vu le premier Tiesto en concert, le premier album. Fait que ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment me chercher. Mais depuis que j'ai... Tu sais, dans le temps, il y avait les maisons de 10 Banzai et compagnie. C'était une ligne de musique électronique plus locale qu'on pouvait trouver feu chez HMV.
Donc, c'est pas mal de là que ça avait parti, les influences électroniques. Une de mes questions que je pose à chaque DJ qui vient en entrevue à l'émission Flashback, est-ce que c'est un métier célibataire? Ben toi, ta réponse, ça va être non. Tu es vraiment un homme de famille. En fait, je pense pas que c'est une job uniquement pour les célibataires si ça prend une conjointe ou une blonde qui est compréhensive. Et c'est le cas dans ton... Oui. J'ai beaucoup de latitude, là, comme avec la liste que tu as faite. C'est tous des endroits où j'ai pu visiter. J'ai pas été résident, mais... Une fille jalouse, je pense qu'elle aurait un petit problème. Parce que des fois, c'est des appels dernière minute. C'est peux-tu venir remplacer un jeudi, un mercredi, un samedi? Oui. Donc, oui, mais pas juste pour ça aussi, la jalousie. Le DJ, c'est bien connu, mais c'est une petite vedette qui n'aura pas de difficulté habituellement. À moins d'être vraiment pas beau, il n'y aura pas de difficulté à rencontrer. C'est sûr que si la fille est jalouse, ça va être difficile. Non, tout à fait. Mais comme j'ai dit c'est tout une le temps, question de confiance. C'est ça. Le nightlife, j'appelle ça le monde de la tentation. Est-ce que la musique était meilleure avant, Marc-André? J'aurais tendance à dire que oui, justement parce que la plupart des remixes qu'on voit aujourd'hui, c'est la musique d'avant. C'est ce qui revient le plus. Bien, c'est ce que j'allais te dire. Le remix qu'on entend à outrance là, depuis 4-5 ans, c'est la preuve que la musique était meilleure avant. Je pense que oui. Du moins, il y a moins de bonnes chansons aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Les réseaux sociaux ont contribué à ramener des hits dans des clubs encore où la clientèle est 18-25. Tu peux facilement jouer de la musique du début des années 2000, puis c'est encore très accrocheur. Que cherches-tu à exprimer dans ta musique en premier? J'ai pas un besoin nécessairement d'exprimer, c'est plus créer un party, créer une ambiance, créer une soirée où tout le monde a eu du fun, tout le monde sort de là, puis sort avec le sourire, puis on a eu une belle soirée. Finalement, le DJ, c'est le grand Manitou de la soirée. Oui, je pense qu'à la base... C'est incontournable. Si tu as avoir le meilleur staff au bar... C'est pas le waiter. En bout de ligne, c'est ça. C'est de là que ça part. Une chose que tu m'as confiée en pré-entrevue qui était importante pour toi, c'est de se tenir à jour, qui serait pas mal le secret. Bien, comme j'ai tantôt, je pense que... Oui, je pense que si tu veux garder justement... Ce qui fait la qualité, comme j'ai tantôt, d'un bon DJ, c'est justement sa recherche musicale, le temps que tu y consacres, l'écoute, puis pas juste te faire envoyer quelqu'un qui t'envoie et dire hey, voici les derniers bons hits. Je pense que c'est le temps d'aller les chercher parce que des fois, le bon hit du moment, c'est pas nécessairement le bon hit qui te représente aussi. Un conseil de ton ami Carl Murin, qu'on salue, qui va sûrement t'écouter, ne pas être unidimensionnel. Et ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, d'être varié, d'être capable d'aller dans différentes branches. Je pense qu'un bon DJ, on pourrait y faire jouer n'importe quoi. C'est juste qu'il y a certains styles qui vont plus te représenter. Mais comme je disais, ce qui vient un peu rejoindre la longue liste que tu as nommée tantôt, c'est justement ça, c'est d'être capable de s'adapter à l'endroit, aux gens, puis avoir une banque variée. Un DJ qui n'a pas de résidence, est-ce que le fait de jouer moins souvent, une fois de temps en temps dans un événement, fait que le résultat va être meilleur? Tu as peut-être moins tendance à tomber... Peut-être moins tendance à tomber dans tes... dans chaise versante. Chaque DJ, là, ça serait mentir de dire qu'on n'a pas des fois des séquences qu'on connaît, qu'on sait qui s'enchaînent bien. Donc, je pense que le fait de ne pas nécessairement toujours jouer à la même place, ça fait peut-être que tu varies un peu plus tes mix. C'est quoi ton plus beau souvenir? Là? Je sais que c'est très difficile de répondre à ça, mais vraiment un beau souvenir de ton emploi de DJ qui te passe par la tête, un moment marquant, alors que tu te retrouves aux platines. Mon Dieu. Je pense les premières fois où j'ai pu jouer, parce que dans le fond, mon but initialement, quand j'ai commencé à être DJ, moi, c'était de jouer de la musique électronique. Mais c'est un créneau qui est difficile à rentrer, surtout que moi, mettons, je suis plus spécialisé musique trance. Donc, c'est un créneau qui est très serré. Donc, les opportunités sont plus rares. Donc, les premières fois où j'ai pu jouer dans un rave, je pense que ça a été... mémorable pour toi. Ça, puis il y a 2 ans, je crois que c'était le Trance Unity qui offrait la possibilité à des DJ de participer pour... ouvrir l'événement. Okay. Puis, malgré toutes les candidatures qui avaient participé, j'avais fini comme dans le top 3. Fait que je m'étais dit que dans tout le bassin, pour moi, je trouve ça flatteur. Donc, L'endroit maintenant le plus marquant et vibrant où tu as joué? Tu dis, il y avait une atmosphère du tonnerre, le toit levé à chaque fois. Ce serait où? Bien, comme je pense qu'il y a des contextes différents. Tu sais, la première fois, j'ai joué à l'Omnium de la Banque nationale, où c'était une tête d'affiche qui jouait. C'est pas une discothèque, mais il y a une certaine ambiance. Donc, tu sais, ça, c'en est un. Mon Dieu. Le premier rave, celui-là, la vibe que ça crée. Donc, c'était avec les événements de Ulrich Van Bell, qui s'occupe de l'expérience nocturne.
Donc, c'était avec lui, là, ces moments-là. OK. Maintenant, on va parler de la discipline personnelle du DJ qui est quand même assez importante. On a tous connu dans le milieu du nightlife des DJ qui avaient du talent à revendre, mais qui ont piqué du nez pour toutes sortes de raisons, mais surtout alcool et ou drogue. Et toi, tu m'as confié que tu avais un fouet de course, c'est-à-dire que tu es capable d'en prendre, mais tu appliques comment une certaine discipline personnelle pour passer à travers tout ça? Bien, je pense que, le sommeil, te préparer avant, surtout en vieillissant. Comme je disais tantôt, là, moi, je suis quelqu'un qui est très occupé en dehors du DJing, donc des fois, le sommeil se fait rare. Donc, les opportunités de sommeil, il faut que tu les prennes. Mais en même temps, on se connaît aussi. Donc, reconnaître ses limites. Donc, comme je disais, faire un party, c'est comme faire décoller un avion, mais il faut aussi que tu la ramènes. Donc, rendu à un certain point dans ta soirée, il faut que tu saches que tu as atteint la limite. Oh, c'est bien. Donc, les demandes spéciales, tu as un peu répondu tantôt, c'est oui et non, mais pas au point de sacrifier ta piste de danse pour une personne. C'est ça. Donc, des demandes, on en reçoit de toutes sortes. Les gens ont toujours à peu près les mêmes arguments pour nous convaincre. Aurais-tu une anecdote qui te passe par la tête, justement, d'un cas de demande spéciale loufoque ou qui tourne mal? Non, mon Dieu, parce que je sais pas, celle que j'ai comptée, je peux te la compter. Ben oui, ah oui, donc. OK, donc c'était dans un bar où il y a une fille qui est venue nous voir, puis elle a dit « J'aimerais ça entendre une toune de cochonne ». Donc, je me rappelle pas exactement ce que j'ai mis, mais visiblement, ça l'avait satisfait, mais elle en voulait encore plus, parce que là, elle avait dit « Ça me prendrait une toune encore plus cochonne ». Donc, voilà. On entend de toutes sortes. On entend de toutes sortes, mais comme j'ai les arguments de fond, ça, là, c'est un argument rare, mais les arguments de fond demeurent souvent les mêmes. Une question personnelle maintenant, parce que je me reconnais en toi sur le fait d'être occupé, d'avoir beaucoup d'énergie. Tu cumules plusieurs emplois. Avoir beaucoup d'énergie, ça dépend de quoi? C'est-tu l'attitude, le repos, savoir décrocher? Dans ton cas, qu'est-ce qui fait que tu as tant d'énergie pour faire autant de choses? Parce que tu es père de famille, en tout cas, c'est toute l'équipe, tu as un emploi à temps plein, tu es le DJ. C'est quoi ton secret? Bien, à la base, pour moi, la musique, ça a toujours été un échappatoire. Donc, journée stressante, je reviens, la musique, tu sais, aller au gym avec la musique a toujours fait partie de mon quotidien. Donc, ça l'aide beaucoup. J'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil non plus, donc ça aussi, c'est un atout. Donc, tout ça combiné, j'ai un petit côté hyperactif aussi, donc... C'est une question de personnalité. Je pense que oui, je pense que ça joue aussi. Je vais t'énumérer des qualités nécessaires pour travailler dans les nightclubs. Et tu me diras, selon toi, laquelle est peut-être... Parce que peu importe ta position, que tu travailles à la porte, que tu sois derrière le bar, que tu sois DJ, tu es censé aller dans ce registre-là. La diplomatie, être sociable, une certaine sobriété, prendre soin de sa personne, parce que si tu es négligé dans le public, ça ne fonctionne pas. Une certaine humilité, une flexibilité. Et la dure réalité du milieu, c'est que ça peut s'arrêter n'importe quand. On perd des emplois, c'est pas une question de talent ou de fiabilité. On a changé de propriétaire. Selon toi, la qualité primordiale pour œuvrer dans les nightclubs serait? Il faut que tu sois une personne sociable, ça, tu n'as pas le choix. Il faut que tu aimes le public. Il faut que ça prenne une certaine tolérance. Surtout, déjà, travailler dans le public au quotidien, peu importe le commerce que tu es, travailler avec le public, c'est difficile. Donc, le soir, travailler avec le public, avec des gens qui ne sont pas nécessairement à leur état normal. Intoxiqués, oui. Donc, ça prend une certaine tolérance, en plus d'être quelqu'un de très sociable. Bien, c'est fort intéressant de discuter avec toi. Reste avec nous, ça ne sera pas tellement long. On va prendre une petite pause. Mon cher Marc-André, DJ Mark Everywhere. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, justement, qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande notre spécialité vraiment extraordinaire, la pizza au four à bois. Quand vous l'aurez goûté, vous allez vous en rappeler, vous allez revenir. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un DJ ayant fait sa marque, ayant joué partout depuis une décennie et dont les prestations sont toujours appréciées. DJ Mark Everywhere, Marc-André Daou. Comme je vous le répète à chaque semaine, toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue, plaisir et musique, comme toujours au programme. Demain, jeudi, 19h30, soit le 24 juillet, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place.
place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc, demain, le Jam Session du jeudi est fait important et rare, comme le lendemain, vendredi, le 25 juillet, avec les vendredis à Julien. Mais c'est tout à fait gratuit pour y assister, autant jeudi que vendredi. Et parlant de Julien Tremblay, bien, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et nous serons en mode country. Donc vendredi. Et toujours ce vendredi, dès 18h, dans le cadre de notre concours, notre promotion, barman, barmaid d'un soir. C'est la sympathique Kim Chaillé qui sera des nôtres au bar, comme dit l'autre, afin de vous servir avec le sourire, question d'agrémenter la soirée. Puis, pour conclure, un autre week-end de diversité musicale comme seul la Ripaille peut vous offrir, ce samedi 26 juillet dès 20h, c'est l'ultime hommage à Blink 182 avec RNR TV et l'excellente formation Drink 182 qui vous attend pour les meilleurs hits de ce groupe rock marquant qui seront livrés avec énergie et fidélité comme c'est l'habitude du groupe. Une soirée spéciale à ne pas manquer pour les amateurs de Blink 182. Donc, pour des billets, bien, tout simplement lepointdevente.com ou à la porte tout simplement, et ça risque d'être plein à craquer comme la plupart du temps les samedis. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté ici à la Ripaille pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner ou dîner et l'occasion est parfaite pour faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée, la spécialité de la Ripaille. Et d'ailleurs, notre troisième invité, c'est le responsable de ces danses en ligne, Daniel Paradis, qui sera avec nous tantôt. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher Mark Everywhere, le DJ se doit-il de connaître tous les titres, toutes les chansons? Non. Ben, en fait, comme je disais tantôt, je pense que ce qui fait que les DJ qui sont plus vieux, ce qui fait d'eux justement un bon DJ, la qualité, c'est justement le bagage musical. Donc, c'est ce qui va différencier un DJ d'un certain âge, d'une certaine expérience versus les nouveaux. As-tu un rituel d'avant-prestation, une certaine nervosité, sûrement une adrénaline, mais des habitudes particulières ou des superstitions, des objets fétiches? Comment ça se passe pour toi avant ta prestation? Non, en fait, j'ai une habitude que ma blonde dirait que je fais à chaque fois, c'est que je m'arrange tout le temps d'avoir un repas qui va bien se digérer. Donc, pour éviter... c'est bien, ça. C'est jamais arrivé, fait que j'ai gardé cette habitude-là. Mais sinon, au courant de la semaine, je fais juste m'assurer que l'équipement est en bon état, fonctionne bien. Bien, ça me fait penser à moi que je déjeune très légèrement, justement pour garder mon niveau d'énergie avant une émission. Qu'est-ce qui stimule ta créativité? Est-ce que ce sont les gens? Bien, en fait, d'une certaine façon, oui, parce que je vais être en réaction avec comment les gens... Tu sais, souvent, en tout cas, moi, mon stress de DJ, c'est souvent de savoir avec quoi je vais ouvrir la soirée, puis après ça, c'est ça qui guide le reste, tu sais. Pourquoi le techno et le house semblent être les styles musicaux qui vieillissent le mieux? Bien, je pense qu'à la base, tu vas toujours avoir besoin de ces deux styles-là pour alimenter un certain party, là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des parties qui sont plus spécialisés, là, hip-hop, R&B et tout. Oui. Mais je pense que dans un party où tu vas jouer du top 40, je pense que tu vas en avoir de besoin. Plus la soirée avance. Ce qui rejoint, je pense, un peu monsieur, madame, tout le monde. Une question que j'ai posée à certains DJ, des DJ comme toi qui ont joué partout devant des grosses et des petites foules. Et il y a un préjugé, les gens pensent que c'est plus difficile de jouer devant 1000 personnes que devant 30 ou 25 personnes. Et ma question, justement, c'est, je pense que c'est plus difficile de jouer devant un petit groupe qui t'observe dans les moindres détails qu'une foule gagnée à l'avance. Je veux ton point de vue là-dessus. Ben, en fait, je dirais que quand tu t'en vas justement dans une soirée où le créneau musical est prédéfini, même s'ils sont très nombreux, ils ne viendront pas te voir. Si tu t'en vas dans un rave, c'est bien rare que le DJ va avoir des demandes spéciales. Parce que les gens qui sont là pour apprécier un style de musique, souvent sont là pour les DJ. Donc là, on parle de grands groupes
Donc, souvent, les gens ne viendront pas voir le DJ. Tandis que si c'est une soirée, justement, ou un party privé ou un événement où il y a moins de gens, les gens vont dire, vont avoir plus tendance à venir te voir pour, justement, vendre leurs demandes. Es-tu d'accord avec le fait qu'il y ait autant de remix présentement? Ou c'est quelque chose qui t'agace? Non, je pense que justement, ça permet une plus grande latitude au DJ d'être créatif. Okay. C'est quoi pour toi la différence entre jouer le jour et la nuit? Mon Dieu. Je sais que maintenant, comme on disait l'autre jour, il y a une tendance au day club qui commence à voir, mais je pense que les gens ont peut-être plus tendance à décrocher le soir. Les gens ont plus tendance, je veux dire, à se transformer le soir. C'est bien dit. Je l'ai jamais entendu, celle-là. Ah non? Mon cher DJ, quand tu performes, es-tu celui qui est dans sa bulle ou non, tu communiques beaucoup avec les gens autour? Bien, comme je disais tantôt, je suis pas quelqu'un qui est... je suis pas un gars de micro, je suis pas un gars de caméra, mais je suis très accessible. Donc, si les gens viennent me parler, souvent j'ai des gens dans le boot avec moi, donc je suis pas nécessairement dans ma bulle. Okay. Toi, le vinyle, t'as pas vraiment connu ça. C'est quoi le pire défaut du DJ? Ben, je pense que ça serait d'être fermé à son public. Je pense, j'en ai connu quelques-uns qui se prennent au sérieux et ils finissent par se peinturer dans le coin. Parce que si tu te prends au sérieux, peu importe le milieu, ça va finir par paraître et tu vas couper des relations comme ça, je pense. Oui. Je reviens à ce que je disais tantôt, il ne faut pas être unidimensionnel. Tu as connu le vinyle, c'est correct, ça fait de toi justement un atout de plus, mais ça ne rend pas les autres qui n'ont pas connu le vinyle moins bons. On va aller maintenant dans les anecdotes savoureuses et croustillantes. Tu as vu des seins en échange d'une demande spéciale, finalement, ce qui arrive à peu près à tous les DJ. Probablement, oui. C'est quoi ta réaction la première fois? Ben, en fait, la personne qui était avec moi dans le boot a fait le saut et elle s'est sauvée. Puis moi, j'ai fait, ben c'est beau, c'est pas nécessairement nécessaire, on allait la jouer quand même. Okay. J'ai surnommé affectueusement notre ami DJ de Dreamman, Benoît Vinet, le DJ Dorman, mais j'en ai trouvé un deuxième, parce que toi, ça t'est arrivé de sortir quelqu'un qui n'avait pas un bon comportement. Ben, en fait, de déformation, j'ai été doorman longtemps avant d'être DJ. Oui. Puis, justement, une fois, pendant que j'étais en train de mixer, j'observais les doormen travailler, puis ils étaient comme dans un impasse avec une personne. Okay. Donc, j'ai fait comme ma transition, j'ai embarqué une toune, puis je me suis arrangé que la toune était assez longue pour pouvoir lui donner un coup de main, puis... Avant que tu nous livres ton top 5 de tous les temps, perso, de tes favorites, qui sont aussi des suggestions pour les plus jeunes, c'est quoi ta décennie favorite? Je serais porté à dire que début 2000, là, c'est ce qui est une période... Si tu veux nous livrer ton top 5? En fait, mon top 5 représente mes goûts, mais en même temps, je pense que c'est des sons qui ont traversé les années. Game changer? Mais qu'on pourrait jouer encore aujourd'hui, que dans un party top 40, puis que ça va accrocher les gens. Donc, mettons, là, je vais y aller de 5 vers mon top 1. Là. Oui. Dans le fond, j'avais mis Satisfaction de Benny Benassi, qui date de 2002. Mais il y a une version qui a été refaite, une collaboration de David Guetta récente, qui est encore très, très bon. Là, ça, c'est encore mon époque. Il y avait Say Hello de Deep Dish, la version Angelo Ingrosso Remix. En fait, on avait après ça Memories Kid Cutie de 2010, qui est encore très, très, très vendeur. Release Me de Zoé Badoui, 2008, TV Rock Remix. Okay, pas Release Me de Engelbert Humperdinck. Non. Tandis que celle-là, le Release Me, n'importe qui va dans un party de bateau, c'est sûr qu'il l'a entendu au moins une fois. Okay. Puis mon top 1, je pense, qui est mon top 1 de tous les temps, moi, ça va être Silence de Tiesto. La version Neil Van Gogh versus Thomas Gold. Ça, c'est mon incontournable. Ah, c'est bien. Ouais. Question rafale en terminant. Tu me réponds par une phrase, un nom ou un mot. On va faire ça rapidement. À quel moment un DJ d'expérience est au sommet de son art? Je pense... à quel moment? Je pense que quand il arrive à... Quand il pratique beaucoup. Oui, quand il pratique beaucoup, je pense que quand son nom roule bien, je pense qu'il... Est-ce que le DJ se doit d'être perfectionniste? D'une certaine façon, oui. Ça va affecter ton son. Savoir lire sa piste de danse, un DJ comprend ce que je veux dire. Est-ce que ça, tu l'as ou tu l'as pas? Ou ça se développe? Bien, je pense que si tu l'as pas, ça va paraître sur les gens qui vont te rebooker. OK. Qu'est-ce qui fait un bon DJ en 2025? Ben, je pense que c'est vraiment l'ouverture de la connaissance musicale. Là. Tu te vois où dans 10 ans? Continuer ce que je fais là. OK. Et dernière petite question. Si tu résumais ta carrière jusqu'ici par une phrase ou un dicton, ce serait? Des opportunités grandissantes.
OK. As-tu des événements que tu voudrais nous partager qui s'en viennent? En fait, mon plus gros événement qui s'en vient, là, c'est dans le fond, je suis DJ régulier au Luxuria à Montréal. Donc, le 9 août, il va y avoir le gros ballon blanc annuel qui est le même week-end que l'île Sonic. Donc, pour fitter avec l'événement et la folie qu'il va y avoir en ville, là, ça va être un événement qui est 100% house music, dance music. Et on peut voir ça sur ton Facebook. Oui, Marc-André sur Facebook puis sur la page du Club Luxuria. Des projets de vacances, mon cher Marc-André? Pas pour le moment. Non, de toute façon, toujours occupés. Voilà. Je te comprends. Merci de ta présence à l'émission. Je te souhaite un autre 10 ans de succès et tout simplement, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. C'est très gentil. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire de l'émission. On va s'adresser maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé. Afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et ainsi devenir acteur, l'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous. L'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis offre donc une variété de cours sur l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. La diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige évidemment le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice elle-même, enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard dirige donc une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. Et n'attendez pas pour la prochaine session qui approche afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Et pour nous rejoindre et s'inscrire, c'est simple, studiocatharsis.ca ou par téléphone au 514-817-6108 pour une formation donc de qualité éprouvée de studio de théâtre et de cinéma Catharsis. C'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Et comme plusieurs d'entre vous le savez, Linda Jonf est l'organisatrice par excellence de croisières éveil et bien-être. Et cette fois, on s'adresse au domaine animalier pour un voyage à venir de type traditionnel appelé tout inclus pour une semaine à Cuba dans la très belle ville de Varadero avec comme thème et proposition particulière, on s'adresse au toilettage, aux toiletteurs d'expérience et ceux qui n'ont pas nécessairement d'expérience de toilettage de chiens et de chats pour la semaine du 17 au 24 novembre. Donc, pour un périple là où la communication, les relations toiletteurs et clients à l'intérieur des entreprises de toilettage avec notamment ateliers de gestion seront à l'honneur afin de développer vos forces dans ce merveilleux domaine du toilettage. Et le tout pour apprentis ou experts, comme je vous le disais, une expérience de ressourcement et de bien-être vous attend donc, tout comme une croisière pour tous cette fois, qui aura lieu du 17 au 24 janvier prochain. Pour une semaine de vacances donc instructive de ressourcement à Cuba, du 17 au 24 novembre, pour toiletteurs, communiquez avec l'organisatrice par excellence, comme je vous le disais, pour un périple réussi, avec Linda Jonf au 581-993-5145. Et je vous rappelle que Linda présente une expérience dans le toilettage de plus de 25 années. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger. Un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long donc sur sa popularité et fiabilité. Des services de coiffure et coupe classique de barbier, de teinture et de mèches, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie, un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que sa gentillesse du personnel. Donc, pour un rendez-vous ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. De nos jours, la violence conjugale est une situation de plus en plus dénoncée et notre invité a réussi à y survivre et est maintenant un exemple de courage et de résilience dont la formation exceptionnelle s'est traduite, la transformation exceptionnelle, dis-je bien, s'est traduite par l'écriture d'un premier bouquin sur la question et sa pénible expérience. Pour parler de ses difficultés vécues, de son cheminement et de son œuvre des plus utiles et pertinentes, avec nous une survivante déterminée, Flore Audoux Onguetou.
Bonjour Flore. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. C'est un sujet très délicat. Et moi, ce que j'ai apprécié, je te dis ça d'entrée de jeu, au téléphone, en pré-entrevue, il n'y a pas de tabou avec toi. On ne va pas te poser des questions qui pourraient t'embarrasser ou trop crues. On n'aurait jamais cru, étant jeune, comme je le disais en présentation, être un jour une femme battue. Oh, bien, on ne le souhaite pas non plus. Tu n'aurais jamais pensé ça? Non. Ça arrive et puis une fois qu'on est dedans, on est pris dedans. On s'en rend pas compte, c'est un tourbillon. Effectivement. Avec une gradation. Effectivement. Est-ce que le livre fut pour toi une thérapie, une espèce d'exutoire, autant qu'une libération? Bien, c'est sûr que le livre, passé à l'écriture, pour moi, c'était vraiment une thérapie d'abord pour moi. Mais en même temps, j'ai pensé aux personnes qui vivent ce fléau. Hein. Donc, c'est vraiment un livre qui est là, qui a des outils pour pouvoir aider les autres à pouvoir prendre la bonne décision. Et tu as beaucoup de lectrices qui sont livrées à toi, que tu as influencées dans le bon sens. Mais c'est sûr qu'avant de passer à l'écriture du livre, moi, je suis une dirigeante communautaire et je recevais quand même pas mal de femmes qui venaient se confier à moi, sans savoir que moi également, je passais dans ce fléau-là. Et ça m'a amené à comprendre que je ne suis pas la seule à être dedans. Donc, oui, écrire ce livre, c'est vraiment pour aider aussi les autres. Si on explore ton parcours, à quel moment tout ça commence? Parce qu'il doit y avoir des signes, des gestes, des paroles inacceptables. À quel moment ça commence? Bien, ça a commencé depuis le début de la relation. Hein. Dès le début? Dès le début, moi, je viens d'une culture où la violence est quand même assez banalisée. Hein. Donc, tant que tu es une femme mariée, tu dois subir ton époux. Ton époux, il est le roi, donc tu es là pour assumer tout ce qu'il veut. Donc moi, depuis le Cameroun, parce que c'est une relation qui a commencé au Cameroun, j'ai connu ce que c'est qu'une paire de gifles, j'ai connu ce que c'est qu'un coup, j'ai connu ce que c'est que des injures. Mais en tant que cette femme bantou-là, qui vivait avec l'acceptation de la violence, j'étais loin de voir à quel point normal, ça peut être néfaste. Oui, c'était normal. Peut-être une question qui serait dans ta réponse un peu un conseil. Une première claque, malgré les fleurs et les excuses sincères, c'est à peu près le pattern qu'on voit, annonce l'arrivée graduelle de plusieurs autres claques. Bon, moi je dis toujours que ça dépend vraiment de la personne et du contexte. Celles qui vont prendre la première claque, qui vont la recevoir comme si c'était un fait normal, ça dépend de là où du niveau où elles sont rendues par rapport à leur développement personnel. Moi, je ne peux pas en vouloir à ce genre de personnes. Mais il y a aussi des femmes qui vont se dire qu'une claque, une fois qu'on la reçoit, c'est inacceptable et il faut prendre les mesures qu'il faut pour que ça ne recommence plus ou bien arrêter vraiment arrêter la relation pour ne plus vivre ça. Parce que oui, une claque annonce d'autres claques et voire même pire. On va parler de pardon, parce que je pense que c'est au centre de cette question. C'est bien connu, plusieurs couples fâchés vont finir par s'insulter mutuellement. Ça arrive très souvent. Peut-on rebâtir, pardonner et continuer après une première gifle? Mais moi, je vais même te dire que même après avoir vécu tout ce cycle, hein, parce que moi, je sors d'une relation de 22 années de violence. Donc, même après tout ça, oui, je pardonne. Parce que ce pardon, à moi, me permet d'avancer. Donc, je refuse de traîner un lourd fardeau. Parce que refuser de pardonner... C'est ce que je m'attendais à entendre. C'est ça. C'est comme je reste ancrée, je reste cloîtrée dans la colère dans et le cette ressentiment. colère. Et non, je n'avance pas. Okay. Donc, oui, il faut pardonner pour avancer. Je vais essayer de deviner, pour toi, pour ta réponse, le sentiment de liberté, finalement, c'est ce que tu recherches le plus quand tu sors d'une telle situation. Et c'est ce qui doit avoir le meilleur goût également, le sentiment de liberté tout à coup. Liberté, oui, mais la première chose, quand on sort de ce type de violence,
c'est que il y a comme on est arrivé à pouvoir se choisir. On est arrivé à un moment où on a compris qu'on a juste une seule vie. Et cette vie, elle est précieuse. Maintenant, est-ce que ça entraîne un sentiment de liberté? Je ne sais pas, ça dépend toujours de chacun. Mais c'est un moment très précieux pour soi. Parce qu'on se redécouvre et on arrive à un niveau où on devient sa propre priorité. Et souvent, quand on aime quelqu'un, qu'on soit en relation ou en début, ou on espère une relation avec quelqu'un, on va accepter des choses qui en disent long dès le départ, des manques de respect subtils parfois, et c'est là la trappe-nigo, d'une certaine façon. Est-ce que l'erreur, c'est de croire qu'il va changer? Oui. Oui, typiquement féminin. Tout le temps. On va se dire que oui, ça arrive, on relativise. C'est un homme, c'est la culture. C'est ça, et puis oui, il va changer. Et puis on va même arriver à un moment où on va culpabiliser, on va se dire, ben, peut-être c'est de ma faute. Hein? Ben oui, la culpabilité prend toute la place. S'il arrive à c'est toi qui n'as pas été gentil. C'est ça, c'est sûr que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Hein? Et ça doit pas être facile aussi de devenir en quelque sorte l'objet sexuel de monsieur qui a ses besoins. Et il t'a giflé et il t'a battu. Puis là, quelques heures après, monsieur a besoin de combler ses besoins. Ça doit être une étape aussi, une situation très difficile. Oui, mais ça rentre aussi dans un type de violence. Ça doit pas être bien fun. La violence sexuelle. Et c'est tellement... c'est une violence qui rentre vraiment dans le tabou parce qu'on n'arrive pas à en parler, mais ça existe. Donc, tu as en face de toi une personne qui te traite... en fait, un chiffon a même plus de valeur, en fait. Hein? Tu es rabaissé, tu es humilié, tu es frappé. Mais quand arrive le moment dans la chambre, ben, il faut encore que tu assouvisses les besoins de ce dernier. Et ça rentre dans tes obligations. On te fait comprendre que ça rentre dans tes obligations. Donc, peu importe ce que tu as pu subir en journée. Tu es mariée, donc. Madame, le soir, là, il faut que tu satisfasses ton homme. Donc, ça... C'est aussi une violence assez la femme douloureuse. battue est inconsciente, en quelque part, de ce qui se passe aussi. Et l'homme a une part inconsciente, sans vouloir l'excuser, comment il a été élevé, ce qu'il fait. Il y a une part inconsciente aussi. Ben, l'inconscience, moi, sincèrement... C'est une excuse facile? C'est une excuse. Okay, on ne peut pas traiter l'autre comme un animal, comme une chose, et se dire qu'on le fait de façon inconsciente. Oui. Ouais. Donc, tu es né et arrivé ici, tu es né au Cameroun, tu es arrivé ici il y a une dizaine d'années, 2014. Tu devais parfois te questionner sur ton destin en te disant, ben, j'ai maigre pour vivre ça. Tu devais te dire, mon Dieu, ça n'a pas de sens, tout ça. Mais c'est le pourquoi même. Ça fait partie des questions qui m'ont amené à me demander, ben, pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Pour que je puisse avoir la force de sortir de ce cycle infernal. Je suis arrivée à un moment où je me suis dit, mais pourquoi je vis en fait? OK, est-ce que je vis pour subir ça toute ma vie? Et en plus, je vois également mes enfants subir ça. Parce que je ne suis pas seule dedans. Il y a aussi ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, qui subissent la même chose. Qui voient ça. Qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis un parent? Est-ce que je suis cette mère digne qui peut se lever, regarder son enfant et être fière? Donc oui, ça rentrait dans ces questions. Et puis, je pense qu'au fil du temps, avec beaucoup de courage, j'ai eu l'audace à un moment de dire stop. Assez, c'est assez. Si je ne m'aime pas assez, là, au moins. C'est quoi le point de départ? Tu te dis, OK, c'est assez, je m'en vais. Y est-tu arrivé une correction plus sévère que les autres? Ben, le déclic, c'est parce que mes enfants, je n'étais plus capable de regarder mes enfants en pleine face comme une mère. Parce qu'eux aussi mangeaient des gifs. Eux aussi, ils subissaient déjà cette violence-là. Comme on le disait au début de l'interview, tu n'aurais jamais cru devenir un jour une femme battue, mais tu n'aurais jamais cru non plus, à cause de tout ça, devenir écrivaine et auteure. Comment l'idée a germé? L'idée, c'est vraiment... Le livre, c'était une thérapie pour moi.
Hein? Parce que prendre ce livre, il contient mon histoire, dont les personnes qui vont l'acheter vont avoir une partie de mon histoire, mais il y a également énormément de clés que je donne dedans pour pouvoir aider ces femmes à pouvoir se choisir, à pouvoir se prendre comme priorité. Se rebâtir après un mariage toxique. C'est ça. Donc, je n'aurais jamais pensé tu es devenu vraiment coach de vie. Auteur. Tu œuvres dans la croissance personnelle. Oui, je suis une leader en transformation personnelle et entrepreneuriale. Je suis coach certifié de l'Académie John Maxwell. Et tu as suivi un cours comment maîtriser l'énergie de l'argent? Non? C'est pas ça? Pas encore. OK. Je me trompe de feuille. OK. Flore, la femme à la base qui est douce va changer. Elle aussi devient violente verbalement par moment. Tu embarques dans tout ça et toi aussi, tu vas le traiter d'imbécile? Bien, c'est sûr que ça dépend de chaque personne. Moi, je dis, si tu es une personne qui n'est pas violente, peu importe la situation, tu ne peux pas devenir violente. Mais tu peux te protéger, tu peux te défendre. Mais maintenant, est-ce que renvoyer ce que l'autre personne te donne, t'inflige comme douleur, renvoyer la même chose, est-ce que c'est ça te défendre? Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a une certaine culpabilité qui vient de l'aspect social aussi. Tu es marié, et peut-être aussi dans ton pays, c'est plus fort qu'ici, ou ici, se séparer, c'est comme changer de chemise. Et peut-être qu'au Cameroun, une femme qui quitte, c'est mal vu par les voisins, plus qu'au Québec. Effectivement. Mais même ici, moi, j'ai des femmes qui m'ont appelé en me demandant, mais comment tu as ce courage de pouvoir parler de ton histoire comme ça? Moi, je ne peux pas, je ne pourrais jamais le faire. Donc, même ici, il y a l'étiquetage qui arrive. C'est que tu es cette personne, tu es cette femme qui a échoué. Parce que, je vais parler de ma communauté, par exemple, c'est la femme qui porte le foyer. Si ça ne marche pas, c'est de ta faute. C'est parce que tu n'es pas une bonne épouse. C'est parce que tu n'es pas capable de connaître ton époux, de prendre soin de ton foyer. Donc, l'étiquette sociale, c'est là. On vit avec. Mais est-ce que c'est l'important? Pour moi, ce n'est pas important ce que les autres vont penser. Pour te dire comment le cerveau est programmé, je pense que c'est le conditionnement qui est là partout. Peu importe ce qu'on fait, le cerveau, quand il est conditionné. J'ai connu une femme qui se faisait battre et à un moment donné, elle me dit à moi, elle dit « j'ai eu juste un coup de poing. Il m'a donné seulement un coup de poing hier. » Là. C'est ça. Ça exprime ce que ça veut dire. C'est qu'elle a eu seulement un coup de poing, c'est correct. Tandis que si on en mange 10, là, c'est pas correct. Mais non, ça n'a aucun sens. Et tu vois que la femme est programmée à cette situation-là, ce que tu as vécu. Mais c'est sûr que ça arrive des moments où on est dans le déni. Hein? Ça arrive des moments où on minimise ce qu'on endure. Mais est-ce que est-ce que cela signifie qu'on ne vit pas ce qui est inacceptable? Non. Un homme normal, là, comme moi, il regarde ça et il se dit « Caroline, comment ça se fait que tu bats ta femme? » Tu essaies de comprendre pourquoi. C'est sûr qu'il veut la dominer, il doit être insécure. J'essaie de trouver une réponse. Pourquoi l'homme bat sa femme? Bien, je n'ai aucune réponse à ça. C'est sûr que... Tu n'as jamais compris pourquoi? On peut faire un sondage, demander aux hommes pourquoi ça peut arriver. Est-ce que c'est l'envie de... Est-ce que c'est une perte de pouvoir, de contrôle? Est-ce que... Je ne sais pas. C'est quoi ta définition de l'insécurité? Bien, pour moi, une personne insécure, c'est une personne qui n'a vraiment pas... qui se connaît pas, qui n'est pas sûre d'elle. Ça, c'est une personne insécure. Okay. Maintenant, j'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Refaire confiance en un homme et revivre un amour sain, normal et durable, pas évident? Très évident. Ah oui? L'amour, pour moi, l'amour, c'est la plus belle chose. Tu me surprends. Je pensais que tu m'aurais dit, moi, les bonhommes, pour un petit bout... Moi, là, il n'y a rien de plus beau que l'amour, le vrai amour. C'est pas parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec X que tous les hommes sont pareils. Il y a quand même des hommes dehors qui sont très protecteurs, qui respectent la femme et qui aiment la femme. Parfois, les bons gars, comme on dit, sont moins appréciés. En tout cas. As-tu quand même vécu à un moment donné, à partir du moment où tu quittes, une certaine culpabilité momentanée, un regret?
Ou c'était vraiment clair dans ta tête? Moi, Non, je m'en vais. j'ai pas eu de regret du tout. Parce que pour que j'arrive à cette période-là, ça m'a pris pratiquement 2 ans de réflexion. Tu as appris quoi sur toi-même à travers tout ça? Parce que sûrement une version améliorée 2.0 de toi-même, mais tu as appris quoi sur toi-même? Bien, la première chose que j'ai eu à apprendre, c'est que c'était pas pire de pouvoir aussi traverser tout ça. Parce que ça m'a amené à un niveau où je suis allée travailler mon développement personnel à travers la formation que j'ai eu à prendre chez mon mentor John Maxwell. C'est après ma séparation que je me retrouve pas, puis j'utilise cette douleur pour pouvoir améliorer ma personne. Une femme qui est à l'écoute et qui se sent interpellée par tout ça et qui se reconnaît dans la situation, elle vient peut-être de manger sa première baffe. Tu donnes quel conseil en premier? Bien, ce que moi, je vais dire à toute femme qui vit de la violence, que ce soit conjugale ou domestique, écoutez, vous êtes les reines de votre vie. C'est vous les boss de votre vie, en fait. Il faut se dire que la priorité, c'est de se choisir et de vivre une vie qu'on mérite. Recommencer, ça ne signifie pas qu'on a échoué. Recommencer, c'est avoir l'audace d'avancer. C'est bien dit, ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un pourcentage de femmes violentées, disons, comme au Québec? Es-tu au fait? Es-tu la connaissance de ça? Mais ça selon les dernières les statistiques, je pense, de l'année dernière ou cette année, je n'ai pas une bonne idée, mais on est quand même à presque 80%. Ah, ça. Oui. Un aspect, je trouve, qui n'est pas assez exploré, et ça va venir, c'est à l'inverse, la violence verbale envers l'homme. Moi, je connais des hommes qui, selon ce que je peux entendre, sont carrément battus psychologiquement, mais comme ce n'est pas physique, c'est moins reconnu. Et je pense qu'un jour, comme le mouvement MeToo et tout ça, bien, il y aura des hommes qui vont se lever et vont dire, bien, ma blonde, elle me dit n'importe quoi, puis, tu sais. Et je pense que ça, c'est pas assez évalué. Mais moi, j'encourage les hommes, parce que quand je parle de violence conjugale, c'est pas juste la femme, c'est l'homme aussi. Donc, toute personne qui traverse la violence ne mérite pas de la traverser, qu'on soit un homme ou pas. Maintenant, ça, je suis vraiment curieux de voir ce que tu vas me dire. Parce que se choisir, c'est parfait, mais il y a des femmes qui, et je l'ai entendu dernièrement, quelqu'un va te décevoir et dit, bien, je me choisis. Bien non, là, c'est parce que ça ne marche pas. C'est quoi la différence entre se choisir et devenir égoïste? Bon, se choisir, c'est La ligne est fine parfois. Bien, se choisir, c'est déjà prendre conscience de qui on est, de sa valeur. Prendre conscience de ce qu'on est une personne qui a des droits, qui doit vivre une vie pleine et entière. C'est ça, se choisir. OK. On se priorise. On va prendre une petite pause, Flore. Ça ne sera pas tellement long. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Nous sommes en compagnie d'une écrivaine ayant une influence positive sur ses lecteurs, Flore Audoux-Onguetou. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec une situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et ses services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite et les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, la solution Shorna Astin, elle sera d'ailleurs des nôtres la semaine prochaine pour une belle chronique, comme toujours. Et vous pouvez rejoindre Shorna au 438-878-6504. Ça, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Il te bat, puis 15 minutes après, il te parle comme si de rien n'était. Explique-nous ça, comment qu'un être humain peut faire ça, battre sa femme, puis après ça, comme si de rien n'était, te parler. Je ne l'ai jamais compris, celle-là. Bien, 15 minutes après, je ne sais pas le temps que ça prend, mais c'est sûr que la violence, c'est un cycle, c'est un cycle infernal. Donc, on va subir. Après, ça va être les moments de cadeaux. Après, on va il achète la paix. Mais c'est ça. Après, on se dit que, OK, la personne s'excuse, fait que ça se passe fréquemment bien. des fleurs. Et puis après, ça recommence. Donc, ça, c'est vraiment un cycle. Infernal. Voilà. Flore a reçu des fleurs. C'est beau, ça?
Elle était facile. Je parlais tantôt de l'aspect objet sexuel. Comment tu peux faire l'amour après, toi, en tant que femme? Lui peut. Mais toi, tu fais quoi? Comment tu arrives à l'expression, on dit faire abstraction? Comment tu fais? Mais c'est ça, c'est assez complexe, hein? C'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais vu que c'est moi qui suis là, moi, je peux pas. C'est quelque chose que je pourrais pas vraiment faire. Je peux pas subir une douleur profonde. Et après, parce que quand on parle de faire l'amour, c'est un moment de plaisir. C'est plaisant. Donc, on extériorise tout ce qu'on a à l'intérieur pour l'autre. Mais c'est quand même assez difficile de passer tu joues un des rôle, pleurs. Tu deviens comédienne. C'est ça, de passer des pleurs à subitement un plaisir, là. Flore, dure réalité, un mot, une insulte fait aussi mal qu'une claque, peut-être plus longtemps? Oui. Hein? Oui. Oui, La claque au bout de 5 minutes, t'as senti. Les violences psychologiques, ça détruit énormément. Et peu original, ce sont toujours les mêmes insultes qui reviennent, le répertoire est peu varié. C'est ça, hein? C'est au quotidien, c'est une programmation du cerveau carrément. Ta motivation première derrière ton bouquin, tu m'as confié que c'était l'envie d'aider et d'influencer les femmes à dire stop et se choisir. Donc, derrière tout ça, comme je le disais tantôt, tu deviens une coach de vie. Ben oui, je peux dire ça en quelque sorte. En fait, j'aide les femmes à se transformer personnellement et plus encore pour celles qui sont entrepreneurs à aller aussi travailler sur le développement de leurs entreprises. Il faut dire aussi que la violence que les femmes subissent, mais parfois ça mène au suicide. Oui. C'est la seule porte de sortie et c'est là que ça devient très grave. On ne veut pas être lourd, mais c'est ça. Il arrive donc une étape où toutes les occasions sont bonnes pour frapper, insulter sa femme au quotidien. Ça doit être vraiment quelque chose. Moi, je te félicite personnellement d'avoir su surtout transformer ça en positif. Tu as beaucoup de témoignages de lectrices? Oui, j'ai ça va être ta véritable paye. Effectivement, parce que comme je te disais, j'ai pas parti ce livre pour aller gagner de l'argent. Non, ou déjà un au trophée. quotidien, je suis pas là. Oui, il faut avoir de l'argent pour payer ses factures et vivre, mais l'humain a une place importante dans ma vie. Tout ce que je peux faire, je place toujours l'humain. Ça se ressent. Donc, le fait de recevoir ces témoignages positifs, les femmes qui arrivent à se choisir, des femmes qui arrivent même à comprendre c'est quoi la violence. Parce qu'il y en a qui sont là-dedans et qui ne savent même pas qu'elles vivent la violence. Un deuxième bouquin en chantier, Flore? Oui, c'est sûr. Dans le même sujet? Tome 2? Tome 2, pas vraiment. Je vais peut-être aller toucher autre chose. OK. Et on se repose plus maintenant qu'on est sorti de l'enfer? C'est sûr qu'il y a une paix intérieure qui est là. Il y a une paix intérieure qui est là. On a plus de temps pour soi, pour ses affaires. C'est sûr que ça valait la peine aussi de... Flore Audoux Onguetou, merci de ta présence à l'émission. Félicitations pour ton courage inspirant. Je pense que c'est pas terminé. D'après moi, il y a plusieurs volumes qui s'en viennent et je vais te dire tout simplement bonne chance et à bientôt. Merci. Merci, Flore. Merci beaucoup. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service vraiment compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire récemment de l'émission Flashback. Vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et vous avez une difficulté à vivre le moment présent. Et les soins énergétiques Alive proposés par Shamana Shine représentent une solution efficace et agréable afin de retrouver son énergie et se libérer du passé. Bégonia Barriero est une spécialiste d'expérience dont l'approche est complète et crédible. Soins énergétiques, Reiki, massage énergisant Reiki, massage tantra hypersensoriel,
soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur, Shamana Shine offre donc une gamme de soins complets pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel. Pour une paix intérieure et retrouver le bien-être, Bégonia vous attend pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Donc, pour refaire le plein d'énergie, Shamana Shine dans le 438-499-3308 ou tout simplement Shamana Shine sur Facebook. Maintenant, autour de notre troisième et dernier invité, et non le moindre, il pourrait parler musique et danse durant des heures, lui qui baigne dans ce milieu depuis 5 décennies. Il connaît bien les styles différents de musique, amoureux de la danse. Il est responsable de la danse sociale en ligne des dimanches après-midi de la Ripaille. Et pour nous en parler et partager son savoir musical avec nous, un spécialiste de la danse dédié et passionné, Daniel Paradis. Bonjour, Dan. Bonjour, Steve. Ça va bien? Bien, merci. Bien heureux de te recevoir. Un bon vivant, un homme qui aime l'énergie, qui aime danser. Oui. Je trouve que c'est une très belle qualité. Tu me disais que la danse en ligne country, c'est tout simplement débile comment ça grossit. C'est un phénomène relativement nouveau. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. La musique country, la danse en ligne, c'est un amalgame, je pense, de premier choix. Écoute, la musique country pop, c'est fou, toutes les villes, toutes les... Mon Dieu, les événements qu'il y a, les festivals, ils ont toute une portion country. Le festival de la Poutine, il y a une portion country. Cette année, c'est fou, ça grossit. Et pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'est à la mode de même, puis que ça remonte, je sais pas. Mais c'est vraiment... un gros événement, là. C'est débile. Ça pour que les gens qui ne le savent pas, l'album le plus vendu du côté féminin, c'est l'album de Shania Twain de 1997, le plus vendu de l'histoire. Bon, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Les danses en ligne, c'est pour les vieux. Est-ce qu'un préjugé ou c'est vrai? C'est pas vrai. C'est un préjugé. Si on regarde country pop, c'est énormément jeune. Si on regarde côté social, danse en ligne sociale, de ce côté-là, oui, ça va être un petit peu plus notre âge. Là. Je ne veux pas dire vieux parce qu'on n'est pas vieux, là, quand même. Là. C'est-tu une place pour cruiser aussi un peu? Il y a des endroits spécifiques, des salles de danse, mettons, à Sainte-Thérèse, que le vendredi soir, c'est pour la rencontre. Pour rencontrer. Oui. Okay. Mais c'est pas Est-ce qu'il y a ici une obligation. Les dames qui vont venir ici le dimanche, et il y a déjà une bonne base, là, ça fait quand même quelques semaines, là, il y a déjà une bonne base de gens, et les femmes ne se font pas achaler, comme on dit. De ce que je vois, non. Okay. Ils viennent, ils sont libres de danser, puis on a du plaisir ensemble. On a du fun. Mais je vais enchaîner avec ce que tu m'as dit et que j'ai bien apprécié. Tu m'as dit, ici, l'objectif premier, ce qui se vit, c'est la camaraderie. Exactement. Et comme je le dis quand je présente les annonces des activités du week-end, c'est parfait pour se faire de nouveaux amis, avoir du plaisir. Des nouveaux amis, des amis de longue date, il y en a qui sont là, oui. qui venaient avant ailleurs, qui ont suivi, puis on est toute une gang, ça se tient tout, ça se connaît tout. Tu danses ici, tu vas danser un vendredi soir ailleurs, tu vas connaître quelqu'un, tu vas danser un samedi soir, tu vas connaître quelqu'un. C'est la beauté de la chose. Oui, c'est un petit monde qui se connaît d'une place à l'autre. On va parler de toi un peu maintenant, mon cher Daniel, parce que c'est pas vraiment étonnant que tu sois l'organisateur de telles activités, parce que tu baignes dans la musique, d'une famille, justement, de danseurs et de musique, un monde de musique, comme tu me le disais. Ton beau-frère était prof de danse depuis 50 ans. Qu'est-ce qui explique 50 ans de musique et de danse? C'était un addon. Quand ma sœur a commencé à prendre des cours de danse, elle est tombée amoureuse avec son professeur de danse, qui est devenu mon beau-frère. Et par ce fait, la famille a commencé à danser avec le beau-frère, avec mes frères, mes sœurs, mes parents, tout le monde dansait avec le beau-frère. Puis moi, je restais... Lui, il faisait des soirées de danse. J'allais l'aider à monter ses salles. Je m'occupais du vestiaire, je m'occupais du restaurant. J'avais 10, 12, 14 ans. Là. J'ai fait ça assez longtemps. Lui, il avait son studio de danse. On a ça en commun parce que
premier petit travail, j'étais à la salle de danse de mes parents, je pense que j'avais 9 ou 10 ans. Et quand on est exposé à ça, bien, ça nous suit. Oui. Fait qu'on suit notre monde, puis lui, il faisait une fois par mois des soirées de buffet, on installait le buffet, c'était quelque chose. Là. Et tu as été DJ dans des petits événements? Je travaillais, mettons, pas nommé, le magasin Jadis, qui était une filiale de Steinberg. Okay. Fait que pour Party de Noël des employés, j'ai fait des petits des soirées de même, le Party de Noël pour les groupes où ce que j'étais. J'ai été où ce que je travaillais, puis les 2 dernières jobs, 20 ans à peu près sur un comité social. Okay. Ben, tu aimes le monde. J'aime le monde, je le fais pour mon plaisir, exact. Et je le fais pour le plaisir du monde. Qui sont, Donc, beaucoup de danse sociale dans ton vécu. Tu as fait du ballet jazz, du jazz moderne. Et maintenant, j'aimerais que tu nous expliques, parce que c'est pas ce que l'on pense, le cheerleading. Tu en as fait. J'espère que tu nous expliques c'est quoi vraiment le cheerleading. Cheerleading à l'âge de 40 ans. Ma fille, 1 an avant, elle faisait... ma fille avait 10 ans. Alors, on l'avait inscrit au cheerleading. Et l'année d'après, ils ont formé un groupe de parents. Fait qu'on était 32 parents, âgés de 25 ans à... Je pense qu'il y en avait une qui avait 70 ans là-dedans. J'ai embarqué dans ce groupe-là. On l'a fait pendant 4 ans. Quand on parle de cheerleading, on ne parle pas de pom-pom girl, comme on voit aux Alouettes de Montréal. Je te verrais pas. Non, avec les pompons et tout ça. Fait que eux autres, c'est vraiment des chorégraphies avec des mouvements qui représentent des lettres ou des affaires de même. Le cheerleading, c'est de la danse, des pyramides, la gymnastique au sol, des stunts, des partenaires stunts. On envoyait les filles dans les airs, puis ils font des vrilles, puis on les rattrape. Fait que ça prend une voltige, ça prend 2 bases, ça prend un bac. Fait que j'ai fait ça, c'est ça, pendant 4 ans. C'était... à part avoir été bénévole aussi pour la Fédération pendant 10 ans, là. J'aimerais maintenant qu'on philosophe un peu, toi et moi, sur la tenue vestimentaire, parce que ça en fait partie de tout ça. Tu sais, les gens qui sont fiers, bien, ils vont s'habiller. Tu n'es pas obligé d'être sur ton 31, mais ils vont bien se présenter dans des événements de danse sociale et autres. L'habit ne fait pas le moine. Ben moi, je pense que l'habit fait le moine. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Spécialement les couleurs avec lesquelles tu vas t'habiller, ça en dit long sur la personne. Et si tu te présentes dans un endroit négligé et tu te dis, ben c'est pas vraiment important, je pense que tu fais erreur, mais je veux ton point de vue là-dessus. Plusieurs endroits où ce que tu vas aller danser, ça va être comme jeans non acceptés. C'est ça. Un pantalon propre, tenue de ville. Pas obligé d'avoir le veston, là, mais chemise, un beau pantalon et bien évidemment un soulier de danse, une bonne paire de souliers. Oui. C'est très important, les souliers. Oui. Ça vaut la peine de mettre un peu d'argent là-dessus. Oui. Il faut. Ben, ça reste que si une personne est à l'aise de danser en genre un running shoe propre, là, noir ou quelque chose, il n'y a pas de problème là non plus. Là. Mais ça te donne un avantage. Ça l'aide. D'avoir des bonnes chaussures. Moi, des souliers de danse et des pantoufles. Pour moi. Ce que tu m'as dit aussi, tu vois que j'écoute quand tu parles, tu as dit la signification des relations en premier et non pas la danse, spécialement le dimanche ici. Que les gens viennent se retrouver, avoir du plaisir. C'est là comment je pourrais dire, le gros de tout ça. Oui, la musique, oui, la danse, mais c'est d'être avec les gens, prendre un petit verre, avoir du plaisir. Et le dimanche après-midi, bien, ça change tout parce que parfois, le dimanche, c'est carrément plate. C'est notre activité du dimanche. Il y en a qui vont venir juste prendre un verre, jaser, faire du PR. Il y en a qui vont danser. C'est d'être ensemble, puis on partage notre semaine, on partage la danse. C'est vraiment une belle activité. Toi, tu es vraiment un adepte de danse. Tu fréquentes le studio de Laval. Qu'est-ce qui fait un bon danseur, Dan? Mon dos, il faut savoir guider sa partenaire. Puis encore là, j'ai rien contre les couples parce que c'est la madame qui va conduire. Mais c'est une chose que la danse, c'est le monsieur qui est censé conduire. Et là, ma prochaine question, est-ce que c'est plus difficile pour quelqu'un qui a une personnalité timide et low profile comme homme de guider la danse?
prendre le lead. Est-ce que c'est plus difficile pour un homme? Il y en a comme ça, qu'est-ce que tu veux, le gars, c'est un mou. Tu dois le voir parfois. Tu te dis, ben il n'est pas fait pour ça. En regardant des couples, tu peux voir que c'est la madame qui va conduire ou que c'est l'homme qui va conduire. Comme dans la vie de tous les jours. Mais je te dirais, généralement, ça va être quand même le monsieur. C'est plus masculin que féminin. Oui, le lead est plus masculin que féminin. Des fois, le monsieur va avoir besoin d'aide. Oui. Là, je me rappelle pas telle figure ou quelque chose. Là, c'est un travail d'équipe. Ça reste un travail d'équipe quand même. Toi qui aimes Michael Jackson, tu m'as dit que dans tes goûts qui sont parfaits pour la danse, ben le dance music, c'est un peu trop boum-boum parfois à ton goût. Une soirée juste de dance music. Et moi, j'aime ça quand c'est alterné. Là. On fait un peu de danse sociale, on fait un peu de danse en ligne, un peu de boom-boom dance music. Oui. Mais juste une soirée... non. Un peu comme le heavy metal. Une chanson ou deux d'Ozzy Osbourne, ça passe, mais peut-être pas 2 heures de temps. Exactement. Un peu comme les classiques, la même chose. Ben, toi, t'aimes bien Chardé, tu me disais. Puis, effectivement, une voix veloutée, elle avait. On l'entend encore. Dans tes objectifs, tu nous dis quoi sur ces après-midi à court terme, les après-midi du dimanche? As-tu des objectifs précis? C'est Est-ce que ça va bien? Non, là? ça va bien. On a toujours une bonne gang, 40-50 personnes qui viennent. On est ouvert, on a encore de la place. Accepter d'autres mondes, il n'y a pas de problème. Puis, c'est de continuer. On aimerait ça pouvoir continuer. D'après moi, c'est parti pour un bon bout. On l'a fait longtemps ailleurs, fait que je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas le faire longtemps ici. Toi qui es plutôt nostalgique, en vieillissant, c'est normal aussi, de la belle époque du nightlife, mais tu as fréquenté le Doremi, la Java, le Rendez-vous. Ça faisait partie du nightlife à l'époque. Maintenant, je vais terminer avec quelques questions rapides. Pourquoi une personne aime danser et l'autre pas? Hey, bonne question, mon cher. Bonne question. Pourquoi une personne aime danser, l'autre pas? Je sais pas, c'est peut-être dans le sang. C'est comme une personne qui aime chanter, l'autre pas. Moi, j'adorais danser. J'étais très bon danseur. Puis à un moment donné, non, ça me tente plus. On va voir que tu viennes le dimanche. Oui, ça veut pas dire que je vais danser. Bien, commence par venir nous voir. Puis je bois pas. Puis je bois pas. Ça un va pas café bien. et un petit déjeuner. Mais c'est ça, c'est le tempérament de la personne. Moi, je sais bien que à l'âge de 50 ans, j'ai commencé à faire de l'arthrose, puis j'étais sur le bord de la dépression parce que je me voyais que je pouvais plus danser. Puis, tu vois, à force de danser, des fois, je peux danser 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Oh, wow. Des soirées en allant à l'extérieur, au parc, en allant... Tu danses dans la douche, finalement. Habituellement, je me lave dans la douche. Mais, mais c'est ça, tu sais, c'est ma passion. C'est ma passion, j'aime ça. Daniel, autre temps, autre mœurs. Des gens comme Fred Astaire, Michael Jackson, John Travolta, Jennifer Lopez, de nos jours, ne passeraient pas nécessairement pour des bons danseurs, tellement que ça a changé, ça a évolué? Oh non. Non? Non, dépendamment des La chorégraphie styles. de Saturday Night Fever, ça serait peut-être un peu dépassé? Non, parce qu'on danse encore du grease les dimanches. Là. On danse encore des vieilles danses, là, justement, de Michael Jackson, Billie Jean. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer ou pour finir? Non. Non. Jamais. Ça, j'ai un petit bonhomme qui venait avec nous autres de 10 ans. Il y a 2 ans, il y avait 10 ans. Puis c'en est un qui a commencé en social, danse en ligne. Il a fait des cours, il est rendu en country. Moi, je l'appelle, c'est mon petit protégé. Fait que, il y a 2 semaines, il est en compétition. Fait que, tu sais, c'est vraiment ouvert à tous. J'ai du monde qui commence le country, qui ont 55 ans, qui étaient à la même compétition. Parfait. Donc, sans bas de musique, pas de danse, quel est le style le plus difficile à maîtriser dans toutes les danses sociales? Style le plus difficile à maîtriser? Ça dépend des personnalités du monde. Mais pour moi, c'est salsa, bachata. Ça m'attire moins. Mais c'est des belles danses. Là. J'ai des amis qui sont super écœurants. Là, puis, La danse, le rythme, est-ce que ça vient plus naturel pour l'homme ou la femme? Encore là, c'est... Tu veux pas répondre? Ça dépend de chacun. Ton impression?
je regarde une animatrice TV là, que j'ai dans la tête, là. Elle n'a pas de danse, elle n'a pas le rythme, elle n'a pas le beat. Puis tu vas en avoir un autre, tu sais, ça vient instinctivement. Puis... Oh non. Donc, la danse, parfait pour rester jeune, très bon exercice, faire de belles rencontres. Si tu veux inviter les gens à nouveau les dimanches, petite pub. On est là tous les dimanches à 11h. Venez déjeuner avec nous. On commence la danse à midi jusqu'à quand il n'y a plus personne. Fait que ça peut finir à 3h, ça peut finir à 3h30. Eh oui. On est là. Venez vous amuser. Pas de gêne. Non, jamais. Bien, merci, Daniel Paradis, de ta présence à l'émission. Je te souhaite encore beaucoup plus de succès avec ces danses en ligne et la danse sociale ici à la Ripaille de Repentigny les dimanches. Et je te dis tout simplement à bientôt. Je vais venir un bon dimanche, je te le promets. D'accord. Merci, Daniel. Merci. Très gentil. Maintenant, en terminant, un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable. Et pour cause, quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place dans le 450-654-9944. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.